Hey, salut la famille. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière comme vous avez dû le voir dans le titre. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'évoque ce sujet assez régulièrement. C'était d'ailleurs une de mes toutes premières vidéos, mon témoignage, ce que moi j'ai subi vis-à-vis de l'inceste. Donc si vous l'avez pas vu, si vous ne me connaissez pas, si vous débarquez sur ma chaîne, je vous invite déjà à voir le témoignage. Même si j'étais pas très à l'aise, c'était une de mes toutes premières vidéos, mais en tout cas, elle a l'avantage d'être très vraie. Enfin, moi, je la re-regarde régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait des témoignages sur le Sénat, tout ça. Et cette vidéo, elle a été vue 43 000 fois et j'étais pas du tout à l'aise, mais ce que je dis dedans, il sort d'un bloc, quoi. Je prends pas des pincettes ou quoi. Donc, pour le coup, première chose à faire, c'est voir le témoignage si jamais vous l'avez pas vu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Yelena, je tiens la chaîne Elana l'envol depuis fin 2015, donc 3 ans. Et je parle de sujets tabous, bien que j'ai supprimé pas mal de vidéos, mais je parle de plein de sujets tabous, à commencer par l'inceste, parce que bien sûr je l'ai subi et que je lutte contre l'inceste à visage découvert, à la télévision, sur YouTube, enfin voilà. À terme, j'aimerais beaucoup pouvoir aller dans des écoles et faire de la prévention au même titre que pour le sida ou pour tout le reste, pour la drogue aussi. Il me semble qu'il y a des préventions dans les collèges. Moi, j'aimerais réussir à faire de la prévention sur la pédophilie et sur l'inceste. C'est vraiment un gros projet. Cette vidéo, elle va pas du tout porter sur un témoignage. C'est pour ça que je vous invite, si vous l'avez pas vu, à voir le témoignage avant. Ça va être 5 questions récurrentes que me posent les gens quand ils savent que j'ai vécu ça. Je vais prendre mon petit cahier pour vous les lire. J'ai tout préparé. Je vous ai fait un truc, double page. La vidéo risque d'être longue, je vous préviens. Donc, les 5 questions vont être à partir de quel âge ça peut commencer, des gestes incestueux sur une victime, par qui et comment trouve-t-il le moyen d'agir, comment l'agresseur trouve le temps, par quelle ruse il va réussir à trouver le temps de faire ce qu'il veut faire, ça dépend après de, voilà. Après, la deuxième, c'est pourquoi la victime se tait et le rôle salvateur de la prévention dès le plus jeune âge, donc ce que je vous expliquais, ce que j'aimerais faire dans quelques années. La troisième question va être assez rapide, c'est l'importance d'une personne adulte autre que la famille, parce que forcément quand on subit l'inceste, on n'a pas envie de se confier à sa famille, en laquelle l'enfant, l'ado ou l'adulte, on y reviendra, abusé à toute confiance. Voilà. La quatrième, ce sera la dure réalité après la dénonciation des faits, dans bien des cas. Donc ça c'est aussi compliqué. Et la cinquième, un long chemin vers une reconstruction difficile, donc où on évoquera notamment les thérapies, l'insuffisance des moyens et des connaissances au niveau des professionnels. Bref, on a un gros programme. Je vous retrouve tout de suite dans une prochaine prise pour attaquer avec la prochaine question. Alors, à partir de quel âge, par qui et comment trouve-t-il le moyen d'agir? C'est une question très très importante parce que c'est la base de tout. Alors, si on exclut les cas abjects et tout simplement horribles de viol sur nourrisson, parce que oui, ça arrive et ça existe, alors j'espère que c'est rarissime, j'ai pas du tout de, comment on dit, de sondage ou de pourcentage, bref, mais ça arrive, c'est affreux, il faut le savoir. Hormis ça, ça peut commencer, selon moi, j'ai pas la science infuse. Attention, petit disclaimer, j'ai oublié de le faire, je le fais maintenant. Toutes les questions, j'y réponds selon mon expérience, selon mon point de vue, selon les personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu la même chose que moi. Certains professionnels, parce que oui, j'ai eu un suivi psychiatrique et psychologique très 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 long. Donc j'y réponds selon mon propre avis, mais après, on a tous vécu la pédophilie ou l'inceste différemment, aucune victime n'est pareille. C'est des généralités que je vais vous donner, ça peut vous aiguiller, mais ça fait pas acte de tout, quoi. Hein. Je suis pas professionnelle de la santé publique, je suis pas psychiatre, je suis rien du tout, je suis juste une victime. C'est tout. Voilà, disclaimer fini. Donc, on enlève les cas sur les nourrissons, parce que c'est pas possible. À partir de 3-4 ans, je dirais, pour les victimes les plus jeunes, et jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est-à-dire que l'inceste, c'est pas de la pédophilie. Une personne adulte, certainement d'un caractère un petit peu introverti, un petit peu très timide, voire limite un peu sauvage, elle peut subir des choses de sa famille. C'est déjà arrivé, il y a des cas voilà, de personnes adultes qui subissent l'inceste. Donc l'inceste n'est pas à confondre avec la pédophilie, ça peut être allié de pédophilie, dans mon cas c'était allié de pédophilie, mais ça peut être sur une personne adulte. Donc voilà, 3-4 ans et jusqu'à l'âge adulte. Donc en vrai,
ça dépend de chaque personne. Moi, à titre indicatif, j'ai commencé à le subir, j'avais 10 ans et demi, presque 11 ans, j'étais dans l'été de mes 11 ans, en sachant que je suis née en fin août, donc j'avais presque 11 ans. Et ça a fini, j'avais 15 ans, ou j'allais sur mes 15 ans. En tout cas, j'étais très très près des 15 ans où je les avais passés. Je sais plus vraiment, mais voilà, c'était dans ces eaux-là. Bah non, c'est pas compliqué, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans parce que ça a fini, j'ai eu un petit copain en fait, ça c'est dans le témoignage, je le dis. J'ai eu un petit copain, je sais pas pourquoi, j'aimais plus que les autres ou j'en sais rien. Bref, il était au courant de rien. Mais grâce à lui, j'ai réussi à dire à mon grand-père, maintenant c'est terminé, tu me touches plus. Et c'était à mes 15 ans, parce que j'ai redoublé ma quatrième et c'était en tout début troisième, donc j'avais eu mes 15 ans. Voilà. Et donc, voilà, ça dépend des cas. Moi, je vous parle du mien personnellement, mais je sais qu'il y a des cas où ça commence très très tôt. Selon moi, plus ça va commencer tôt, plus la personne, elle va réussir à être manipulée mentalement. Quand ça commence pas dans la violence, généralement à l'enfance, ça commence pas dans la violence. La personne, elle te manipule un peu, tu vois, c'est une personne de ta famille, tu fais confiance, il te dit de faire des trucs, tu sais pas vraiment ce que c'est, et ça va commencer comme ça, il va réussir à manipuler ton cerveau comme ça, et plus ça commence tôt, plus ça peut durer longtemps, parce que pour le coup, bah, ça devient une norme dans le cerveau de l'enfant, ça devient normal limite, quoi. Je dis normal avec des guillemets, mais ça devient limite normal. Ensuite, par qui? Bah, par qui? On en a déjà parlé dans une autre vidéo aussi que je vous mettrai en barre d'infos. Les cas d'inceste, ça peut être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante. J'avais dit dans l'autre vidéo un cousin, faux, on l'enlève parce que maintenant on peut se marier avec son cousin, il me semble, même au premier degré, donc c'est pas un cas d'inceste. En tout cas, je sais pas comment c'est jugé, je connais pas de cas. Mais voilà, ça c'est le cadre familial proche, quoi. Grand-oncle, grand-tante, enfin bref, vous avez compris, quoi. Comment trouve-t-il le moyen d'agir? Ça, c'est très important, les gens. C'est très, très important. J'ai noté, parce que je voulais pas faire de merde et vous dire ça comme ça à l'oral. J'ai noté, moi, ce que j'ai le plus entendu ou le plus subi aussi, malheureusement. Mais en gros, un trajet en voiture, une promenade en forêt, dans la salle de bain, à l'heure de la sieste, la nuit, lors de vacances, week-end en famille, réunion familiale, fête de famille, bref, tous les moments sont bons. Comme je l'ai noté là, en gros, un acte incestueux, ça peut durer à peine quelques minutes, quelques secondes, si par exemple l'oncle, la tante, le grand-père, bref, il va juste mettre la main à la culotte ou mettre la main au sein. Ça peut être juste du toucher au départ, et ça peut être quelques secondes pendant une fête, hein, ça se voit pas, hein, personne va le voir. Ou, dans mon cas, malheureusement, ma grand-mère allait souvent en maison de repos, donc mon grand-père m'emmenait à la maison, et ça durait tout le week-end. Voilà. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Si vous avez confiance en la personne qui va faire, généralement, donc, dans ta famille, tu as confiance, la personne qui va pratiquer les actes, elle va se prémunir derrière, elle va faire attention à pas se laisser voir ou des choses comme ça. Et ça peut être de plus en plus récurrent, comme ça peut se passer une fois. En fait, ça dépend vraiment des cas. Moi, ça a duré sur 4 ans, mais il y a des personnes, ça dure, ça arrive une fois, ou il y a des personnes, c'est une fois par an quand ils vont en vacances chez tel oncle, parce que bah, la mère et le père, ils le savent pas. Enfin, voilà, c'est encore une fois des sujets différents selon les personnes. Moi, je dis mon expérience, mais c'est peut-être pas pareil pour vous, c'est peut-être pas pareil dans votre entourage. En tout cas, il suffit de quelques secondes, quelques minutes pour qu'un geste, imaginez bien une caresse sur un enfant, ça peut aller très très vite en quelques secondes, tu le vois pas. Donc voilà. On se retrouve pour la deuxième question. La deuxième question. Pourquoi la victime se tait et le rôle salvateur de la prévention dès le plus jeune âge? Là, pour cette question, il va y avoir deux cas. Donc, le premier cas, c'est le cas dont je vais vous parler le plus, étant donné que c'est celui dans lequel je suis, donc c'est celui que je connais. Et le deuxième cas, c'est un cas qu'on évoquera rapidement. Si vous voulez, dans les commentaires, ajouter votre expérience et votre point de vue, ça m'intéresse énormément, hein, bien sûr. On est vraiment là pour échanger, pour partager sur le sujet. Mais en tout cas, je vais développer plus le premier. Donc, le premier cas, c'est des sévices qui commencent durant l'enfance. Et avant que les victimes aient une vie sexuelle ou aux tout prémices, au moment où ils découvrent les petits frissons, les papillons dans le ventre, aux bisous, tout ça. Donc, c'est quand on est petit. C'est mon cas, moi j'avais 10 ans et demi, ça peut commencer avant, je prends le cas d'une personne qui est très proche de moi, ça a commencé à 7 ans, et ça a fini à peu près à l'âge où moi ça a commencé. Vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas de règle, encore une fois. Mais en tout cas,
Pour la question pourquoi la victime se tait, tout simplement, moi quand ça a commencé, mon grand-père il n'était pas violent ou méchant avec moi, il était, avec le recul, je me rends compte que les phrases qu'il me disait m'ont poussé à me taire, bien sûr, comme par exemple c'est notre petit secret, t'es ma petite chérie, si Mémé elle le sait, elle va me tuer. Ça, c'est une phrase qu'il m'a souvent répétée, donc ça pousse l'enfant à se taire. Mais à côté de ça, quand il me forçait à faire des choses, même si de base je l'aurais pas fait du tout, s'il m'avait pas demandé, il m'a appris, on va dire, la sexualité. Je l'ai apprise avec lui parce que je ne connaissais pas. Et au départ, il a réussi à me manipuler comme ça parce que c'était tout en douceur, tout en niaiserie. Et donc, il fallait faire plaisir à mon grand-père. C'était un peu ça. Il me disait, c'est pour faire plaisir à ton grand-père. Au début, ouais, c'était ma petite chérie. Il y avait pas, au départ, il n'y avait pas de pénétration. Bah, encore une fois, je vous invite à voir le témoignage. C'est pas forcément de ça que je veux parler, mais c'est plus pour vous expliquer le climat dans lequel l'enfant est. En fait, il sait qu'il ne doit pas en parler aux autres, parce que généralement, l'adulte s'arrange pour lui faire comprendre qu'il faut surtout pas que ça se sache. Et en même temps, à chaque acte qu'il va poser, donc à chaque fois, chaque week-end, au départ, j'y allais une semaine sur deux, il me semble. Donc chaque week-end, il va poser un acte qui fait que ça gangrène en fait. Et tu réussis pas, enfin je sais pas comment dire, mais l'enfant n'arrive pas à en parler parce qu'il a une impression qu'il y a quelque chose de pas normal et en même temps c'est son grand-père ou c'est son oncle ou c'est son père ou bref c'est sa famille, sa mère, sa tante. Et donc tu as cette envie de bien faire pour tes proches et tu penses pas qu'ils te font quelque chose de mal. Enfin je sais pas comment l'exprimer, qu'est-ce que j'ai noté? Parce que c'est un peu plus clair. Quand je note, des fois, c'est plus clair. Donc, l'agresseur use de stratagèmes tels que dire à l'enfant c'est notre secret à nous, ou de menaces voilées, donc comme mon cas, Mémé va me tuer, ce que je vous disais. Et il influe sur sa victime un peu plus à chaque fois. Donc, à chaque acte, ça influe, c'est ça, sur le cerveau. L'enfant sent parfois que quelque chose est anormal. Elle se sait différente de ses camarades à l'école. Ça, c'est vrai que j'ai pas mal morflé à l'école. Elle est bien souvent le sujet de moquerie, ou il est bien souvent le sujet de moquerie, ou simplement solitaire, un peu renfermé, on le trouve bizarre. Moi, à l'école, on me trouvait bizarre. Hashtag mon meilleur ami, si tu passes par là, il me dit tout le temps t'es bizarre, et à chaque fois je lui réponds merci, parce que pour moi c'est un compliment. Voilà. Euh, Elle a peur de désobéir, il a peur de désobéir. Désolée, j'y mets souvent elle, parce que c'est mon histoire, mais je sais qu'il y a aussi malheureusement des garçons qui le subissent, c'est vraiment pas que pour les filles. Il a peur de désobéir à celui qui lui a demandé de ne rien dire. Et il peut déjà ressentir une certaine gêne ou honte sans parvenir à l'expliquer. Donc c'est tout ça en fait, toute cette atmosphère qui fait qu'on n'en parle pas parce qu'on se sent un peu à l'écart, différent. On voit bien que par rapport aux camarades de classe, on n'est pas pareil. On, Enfin voilà, on sait des choses que d'autres enfants ne savent pas et on n'ose pas parler. Ça, c'est pour le premier cas, celui que moi j'ai vécu. J'espère avoir réussi à peu près à vous retransmettre ce qui m'a empêché de parler. Mais pour le deuxième cas, si la victime est adolescente ou adulte, donc là c'est complètement différent. Les rapports incestueux ont démarré tardivement, souvent de façon brutale. Généralement, c'est plus dans il t'explique pas les choses pareil que quand t'es enfant, quoi. Parce que quand t'es adulte ou quand t'es ado, tu connais la sexualité, tu sais que c'est pas bien, donc les rapports vont être plus brutaux, violents, sous la menace de représailles en cas de rébellion. La victime sait que ce qui lui arrive est totalement interdit, mais elle peut le dire. La honte est telle et le sentiment de culpabilité, et ça, je veux revenir sur le premier cas, même l'enfant a un sentiment de culpabilité. Moi, je me suis sentie coupable pendant très longtemps, alors que je n'ai rien fait pour provoquer ça. Et il faut vraiment que ça rentre dans la tête de chaque victime. Si vous me regardez, vous n'avez rien fait pour provoquer ça. Il n'y a aucune excuse. Aucune personne de ta famille n'a le droit de te toucher. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. En aucun cas. Ça, c'est clair. Je veux vraiment insister là-dessus. Et donc, le sentiment de culpabilité est sur la victime et non sur l'agresseur, qui bien souvent ne regrette jamais ses actes odieux. Je vous montrerai un jour les actes du tribunal. En fait, pour mon grand-père, eh ben, il est dit que ça sert à rien qu'il ait un suivi psychologique et tout ça, parce que du fait qu'il éprouve aucun remords, en fait. Il n'a pas la capacité à éprouver des remords. Donc pour lui, ce qu'il a fait, c'était complètement normal, quoi. Voilà. Donc la victime, elle a rien à se reprocher. Hein. Réellement, ça, c'est un truc, je veux que vous vous sortiez de la tête. Moi, j'ai mis des plombes à réussir à comprendre ça. Vous n'êtes coupable de rien. Voilà.
Bah écoutez, j'ai évoqué les deux cas à peu près. Dites-moi pareil hein, dans les commentaires si cette question pourquoi la victime se tait et le rôle justement salvateur de la prévention dès le plus jeune âge. Ça, je l'ai pas dit. En gros, vous connaissez tous cette phrase, si un homme t'offre un bonbon, tu ne le suis pas. Ou tu suis pas un homme, tu vas pas à la voiture d'un homme pour avoir un bonbon. On vous a tous dit ça quand vous étiez petits, le coup du bonbon, tu suis pas le vieux monsieur. Et moi, je demande à tous les parents d'enfants qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, précisez que si tonton, papy, mamie, n'importe qui, papa, même maman, lui met la main sur la cuisse ou si on lui met la main au sein ou à la foufoune, c'est pas normal et il faut venir en parler. Il faut préciser, il faut que les parents précisent. Parce que les enfants, le coup du bonbon, moi je l'ai retenu. Mais si ma mère, en plus ma mère elle l'a subi par mon grand-père, personne l'a cru, mais elle l'a subi, elle aurait pu me dire à moi, écoute, si Pépé il vient te voir et qu'il te met la main sur la cuisse ou qu'il te caresse un peu le corps, tu vas en parler parce que c'est pas bien, il doit pas le faire. Ou voilà, ou même dire si un monsieur, si vous voulez pas parler de la famille, dites si un monsieur te caresse ici ou ici, il faut pas. Il faut que tu viennes en parler à maman parce que bah, le monsieur il a pas le droit. Ou oui, la main sur la cuisse, c'est un cas ça classique. Il y a plein de cas qui commencent comme ça. Soit la personne de la famille, soit le violeur, quand c'est des cas de pédophilie, va commencer par les mains sur la cuisse ou des choses comme ça. Même dire pour l'école, c'est pareil. Enfin bref, ça c'est aux parents de le faire quoi. Le coup du bonbon, on a tous compris, mais précisez à vos enfants qu'il ne faut pas qu'un adulte touche leur corps. C'est très très important. Si on me l'avait dit, j'aurais peut-être réagi différemment les premières fois que je l'ai subi. Voilà. Bah voilà. Pour la deuxième question, on est bon. On se retrouve pour la troisième. À tout de suite. Alors, la question 3. L'importance d'une personne adulte autre que la famille en laquelle l'enfant, l'ado ou l'adulte abusé a toute confiance. Pour le cas d'inceste, parce que pour un cas de pédophilie, l'enfant pourra se confier à sa famille plus facilement. Enfin, encore une fois, c'est très rare malheureusement que les enfants se confient, je sais pas pourquoi, mais on n'arrive pas. En tout cas, la plupart des enfants n'arrivent pas à en parler et c'est horrible, mais voilà, c'est la triste réalité. Un enfant arrive à donner le change, moi je donnais le change la plupart du temps. La semaine, j'étais très heureuse, très joyeuse, même si j'étais chelou, j'étais quand même assez une petite fille pleine d'entrain, tout ça, et ça se voyait pas. Je sais pas, l'enfance a une certaine part d'innocence qui arrive peut-être à effacer ce qu'on subit, les actes, et c'est à cause de ça d'ailleurs que bah, souvent il y a un déni à la suite et qu'on oublie tout simplement ce qu'on a subi. Voilà, ça arrive à beaucoup de personnes d'oublier. Il faut savoir qu'en France la prescription c'est 20 ans. 20 ans, bah, il y a des fois des gens qui se rappellent au bout de 30 ans ou 40 ans que quand ils étaient petits, bah, il y a quelqu'un qui leur a fait des choses. Voilà, donc bah, ils n'ont plus le droit de rien faire parce que la prescription c'est 20 ans. Moi j'aimerais bien que cette prescription-là, ce soit à vie parce que bah, j'estime que toute sa vie, même une dame de 80 ans, si elle se rappelle à l'aube de sa mort qu'il y a quelqu'un qui lui a fait subir quelque chose et qu'elle veut en parler, bah, j'estime qu'elle a le droit. Putain, c'est quand même incroyable quoi. Donc voilà, 20 ans de prescription. Bref, c'est pas ça la question. C'est l'importance d'une autre personne que sa famille pour les cas d'inceste auprès de soi, une personne adulte à qui on puisse se confier. J'ai pas pris de notes sur cette question parce que bah, malheureusement, dans mon cas, j'ai pas eu la personne adulte à qui j'ai pu confier ça et qui aurait pu réagir fermement pour moi parce que bien évidemment un enfant n'a pas du tout envie ou un ado n'a pas du tout envie de porter plainte, encore moins contre une personne de sa propre famille. On l'évoquera dans la question justement 5, le long chemin vers une reconstruction difficile, et la 4 aussi, la dure réalité après dénonciation des faits. Mais généralement, une personne ado n'a pas envie d'avoir ça sur ses épaules, ce que je comprends. Moi, je l'ai fait qu'à 17 ans et j'étais partie de mon cercle familial, j'étais en foyer et j'avais la chance, entre guillemets, de pas être dans ma famille et de pas bah, subir en première loge le jour où j'aurais tout fait péter. Mais en tout cas, c'est important pour une chose déjà, fondamentale, d'avoir une personne adulte ou même une amie de classe peut-être à qui se confier, c'est pour pas oublier. Parce que justement, les cas de déni arrivent tellement souvent parce que l'enfant se tait et qui finit par tellement se taire que par oublier lui-même, par faire en sorte que son cerveau bloque tous les souvenirs. Et pour le coup, bah, si t'en parles, en parler, c'est déjà un pas vers la concrétisation des faits et vers le fait de ne pas omettre. En fait,
Si tu exprimes oralement ce que tu vis, ou peut-être même si tu l'écris, je sais pas, j'ai pas fait le test, bah l'écrire encore faudrait-il le donner à quelqu'un. Mais en tout cas, si tu en parles verbalement, tu verbalises les choses, et ben ton cerveau a beaucoup plus de mal à omettre les choses. Et moi, je sais que souvent, la police me disait, mais tu te rappelles, et je me rappelle mais de tout, quoi, de tout. Enfin, pas de tout d'ailleurs, parce qu'il semblerait que j'ai oublié certaines choses dans les actes dans les actes du tribunal, donc en gros dans les interrogatoires qu'il y a eu des différentes parties. Mon père et ma grand-mère ont parlé d'un truc qui m'évoque vaguement un souvenir, mais qui s'est passé avant mes 10 ans et demi. Donc pour le coup, j'ai pas de souvenir précis et j'estime qu'avec ce que j'ai subi, j'ai peut-être pas envie d'avoir des souvenirs en plus. C'est déjà bien assez lourd comme ça. Donc voilà, mais je me rappelle du principal, je me rappelle des endroits, je me rappelle des moments, je me rappelle des impressions, tout ça. Et il y a plein de gens qui ne se souviennent pas. Et pourtant, je n'en ai pas parlé avant mes 17 ans, il me semble, ou j'en ai parlé peut-être une fois avant, c'était à mon retour de fugue, quand bah, justement on m'a fait retourner chez mes grands-parents. Et j'ai pété un câble, et je me rappelle que j'ai appelé la police, et il me semble que j'en ai parlé à un des flics justement, et que c'est là qu'a vraiment commencé les tout prémices. C'est la toute première fois, il me semble, que j'en parlais à quelqu'un. Mais la vraie plainte que j'ai posée, c'était en Aveyron à mes 17 ans, et j'étais dans un endroit magnifique, dans un lieu de vie, dans un cadre très protecteur, et j'ai pu réellement me confier à un monsieur qui était le directeur de mon foyer, Mohamed Damani, quelqu'un d'incroyable, incroyable. J'en ai déjà parlé dans mon témoignage, et lui m'a vraiment aidé à sortir ce qui allait pas. Il voyait bien qu'il y avait des choses qui allaient pas chez moi, et ouais, je sais pas comment il a fait, j'aimerais beaucoup le revoir ce monsieur, je pense que ça va être possible en 2019 parce que j'ai un gros programme en 2019, mais là n'est pas la question. En tout cas, voilà, s'il y a bien une chose pour laquelle c'est important d'avoir quelqu'un à qui se confier quand on subit ça hors de sa famille, c'est déjà pour pas oublier. Et pour qu'un jour, le jour où on soit prêt à se reconstruire, on puisse porter plainte. On passe à la quatrième question, celle-là était assez courte. Bon, au plus on avance dans la vidéo, au plus pour moi, j'avoue que ça fait remonter des émotions, puisque même si je vous donne l'impression d'être assez détachée, si je suis détachée, c'est pour justement pouvoir vous expliquer le sujet, mais il n'empêche que ça fait quand même remonter des choses cette vidéo. Bref, quatrième question. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait... Parce qu'en fait, d'habitude, juste avant de commencer la prise, je fais ça, et ça me permet de pouvoir faire une coupe nette. Là, la coupe va peut-être être bizarre, on s'en fout. Bref, la quatrième question. La dure réalité après dénonciation des faits dans bien des cas. Et ça, c'est ce qui pousse la plupart des victimes, je sais pas, vous devez le savoir, ou j'en sais rien, mais c'est ce qui vous pousse à vous taire. Bien évidemment, bah, y a le regard de la famille, parce que moi, dans mon cas, en tout cas, la plupart de mes proches et de ma famille a fait le choix de pas me croire, donc c'est horrible pour une victime. Mais il y a aussi, une fois qu'on a porté plainte, l'engrenage judiciaire. Et l'engrenage judiciaire est quand même très très lourd. Moi, il faut savoir que j'ai eu, je sais pas, 5 ou 6 interrogatoires, dont certains filmés enfin filmés et audio quoi. J'ai eu des expertises psychiatriques et psychologiques, mon grand-père aussi. On a failli aller jusqu'à la confrontation. Donc la confrontation, bah, on te met avec, il me semble que c'est la juge, mais je suis même pas sûre, ou le juge, et avec ton grand-père, ou la personne qui t'a fait des choses, dans la même pièce, et c'est ta parole contre la sienne. Moi, ça a failli être le cas, j'ai été convoquée, je me suis déplacée jusqu'au commissariat pour justement cette fameuse confrontation. Et bah, mon grand-père et ma grand-mère sont passés juste devant moi. C'était la première fois que je les voyais depuis la plainte. Ça faisait 2 ans que toute ma famille me traitait de menteuse, tout ça. Et en fait, bah, mon grand-père, je sais pas, il a peut-être eu un choc, le fait de me voir ou quoi. Et il a tout déballé, il a tout dit. Voilà, il n'y a pas eu besoin que je rentre dans le bureau. C'était quand même assez incroyable. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des choses lourdes. Au départ, la police, elle est pas toujours clémente. Enfin, moi, je me rappelle qu'il y a certains flics, je sais pas si c'est toujours comme ça au jour d'aujourd'hui, mais franchement, si vous êtes policier, faites attention parce que on a limite l'impression d'être traité comme une menteuse au début. C'est déstabilisant, ça peut pousser une personne qui n'a pas autant de force de caractère que d'autres à retirer sa plainte. Parce que au début, on essaye vraiment limite de nous discrédibiliser ou j'en sais trop rien, mais j'avoue que c'est perturbant, c'est très perturbant. Et il faut du temps avant que bah, qu'on finisse par vous croire ou enfin je sais pas trop, je sais pas quel est le rôle de la police là-dedans, à quoi ça vous sert de nous traiter comme ça, mais en tout cas pour ma part, j'ai souvent été
assez maltraitée au départ quand même, donc je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai noté? Parce que j'ai noté pas mal de choses là-dessus. Donc le plus dur, ouais, on va revenir à la question 3 déjà. Le plus dur étant de se confier à une personne. Une fois cette étape franchie, la réalité devient palpable. Le déni, donc l'oubli que je vous ai expliqué, ne peut plus nous atteindre. Verbaliser, c'est ne pas omettre. Tout ça, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, prendre le courage de dénoncer les faits auprès de la justice en portant plainte. Et je suis vraiment désolée de vous le dire à toutes les personnes qui subissent ça, qui regardent ma vidéo et qui veulent pas faire ce pas. Il faut le faire, il faut le faire, même si ça va niquer une partie de votre vie, même si ça va créer des complications, même si tout ce que vous voulez, votre reconstruction future sans votre famille, sans vos proches, à vous personnel, elle démarre de là, de cette plainte. Il faut porter cette plainte, vraiment. Donc, prendre le courage et dénoncer les faits auprès de la justice en portant plainte. Première étape vers la reconstruction, mais semée d'embûches. Les interrogatoires, pas toujours tendres, comme je vous disais, l'expertise, le mépris de la famille, l'isolement, la confrontation parfois, ce que je vous expliquais, et surtout l'interrogatoire de nombreuses personnes autour de vous. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'il y a des gens que j'ai pas vus depuis des années et des années qui ont été interrogés, qui sont dans les procès-verbaux d'ailleurs, je les ai pas tous vus, mais en gros, il y a mes tantes, mes oncles, ma grand-mère logique, mon grand-père logique, mon père, ma mère, je sais même pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans les extraits du tribunal, mais je sais pas si j'ai tout. Il faudrait que je demande à mon avocate si j'ai tout, mais en tout cas, dans ce que j'ai, il y a pas mal de gens, et je crois qu'ils sont remontés, ils ont interrogé mes psys, ils ont interrogé des gens quand j'étais en foyer, peut-être des éducateurs, tout ça. Bref, c'est une énorme enquête. L'instruction, pour moi, elle a duré près de 2 ans. Donc l'instruction, c'est le temps où justement, ils font tous les interrogatoires, tout ça, pour savoir après si ça va être renvoyé vers le tribunal, bref, tout ça, tout ça. Donc moi, ça a été près de 2 ans, 2 ans pendant lesquels on m'a traité de mythomane, de nymphomane, j'en parle dans mon témoignage, ma famille m'a donné, mais enfin, j'ai vraiment pas eu beaucoup de soutien, mais vraiment pas. Et j'ai perdu beaucoup de monde, mais au jour d'aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait, vraiment, je vous le dis, enfin, faut le faire, c'est un travail. Si j'arrive à vous parler comme je vous parle là, c'est de une grâce à cette plainte, et de deux, on en reviendra à la question 5, grâce au fait que j'ai vu des psys et des psychiatres. Bon, d'ailleurs, je vais vous faire la 5 dans la foulée. Allez, je vous fais la 5 dans la foulée. Donc, un long chemin vers une reconstruction difficile. On va terminer par là. Difficile et pas toujours effective. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des moments où j'ai l'impression que pourtant je vous parle là et je fais un témoignage et tout, c'est hyper important, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire, je sais pas si vous imaginez, mais franchement faire ça à visage découvert pour moi c'est lourd aussi. Mais des fois j'ai l'impression de pas du tout m'en être remise. Ça m'arrive d'avoir des soirs où genre des nuits où je fais des cauchemars et tellement prenant, enfin je me rappelle de cet été, j'étais en vendange, j'étais logée chez le père de mon patron et de ma patronne. J'étais dans sa véranda, dans une tente, et j'ai fait un cauchemar, mais horrible pendant une nuit. Il était peut-être 2-3 heures du matin. Mais un cauchemar, mais waouh! Mais rien que là, j'en ai le cœur qui bat, quoi. Et je me suis réveillée, et en fait, j'étais dans la tente, et j'avais perdu la notion d'où j'étais. J'ai essayé de sortir de la tente en panique. Donc, croyez-moi, reconstruction ou pas, il y a toujours des moments où ça revient. J'appelle ça des flashbacks, ou appelez ça comme vous voulez. Quand j'essayais de me souvenir de la voix. Une fois, j'avais parlé avec mon ex-petit copain et on parlait des voix. Et il me disait qu'il n'arrivait plus à se rappeler de la voix de son papa qui est décédé depuis longtemps. Et moi, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'étais au téléphone et j'ai essayé de me rappeler de la voix de mon grand-père. Et je suis partie, mais dans un état, il a pas compris. Il était au téléphone avec moi, il a vraiment pas compris. Et moi, je me rappelle très très bien sa voix, par exemple. Où il y a des choses comme ça qui restent, quoi. Bref. Donc, le long chemin vers la reconstruction difficile, pour terminer. Un suivi psychologique ou les thérapies, bien souvent inadaptées. Moi, j'ai connu beaucoup de professionnels qui n'étaient pas formés à ces cas-là, en fait. Peut-être même pas à la pédophilie, j'en sais rien, mais en tout cas, qui pataugeaient clairement. On m'a foutu sous traitement pour bipolarité au début de mes vidéos, justement, sur YouTube, il y a 3 ans. J'étais pas bipolaire, enfin bref, il y a eu plein d'erreurs de diagnostic et les psys, j'avoue qu'ils sont pas énormément bien formés là-dessus, donc inadaptés, psychologues trop peu formés, confrontation des victimes au tabou, donc le fait que quand on essaye de se confier autour de nous, on sent bien que voilà quoi, il y a, il y a un gouffre quand on parle de ce qu'on a subi avec les gens qui l'ont pas subi, il y a des problèmes pour être compris, vraiment. Et l'incompétence des pros, je vous l'ai dit.
La reconstruction est pour beaucoup semée d'embûches et encore une fois, pas toujours effective. Ça peut prendre des années, ça peut ne jamais se faire, ça peut se faire. Enfin, je sais pas parce qu'encore une fois, moi j'ai pas fait de thérapie de groupe. Je crois qu'il y en a pas beaucoup pour les victimes d'inceste ou de pédophilie. Et je trouve ça dommage. En tout cas, si vous avez des adresses ou des plans sur Paris, ça m'intéresse beaucoup. Mais ouais, c'est particulier quoi. Faut réussir à chacun a son rythme, chacun a sa manière. Il faut réussir à en parler librement, à plus se sentir coupable. Ce sentiment de culpabilité quand on l'a ôté, vraiment, on a fait déjà une grande part du travail. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je vais m'arrêter là parce que ça me prend là pas mal émotionnellement. Donc je vais m'arrêter. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des précisions écrites ou bref, voilà. Si aussi je lance un appel à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ont un certain pouvoir sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou quoi. J'aimerais beaucoup qu'en 2019 on se mette à fond et qu'on lutte vraiment tous ensemble contre l'inceste et la pédophilie. J'aimerais beaucoup voir des commentaires de personnes qui me disent grâce à toi j'ai pris mon courage à deux mains, j'en ai parlé, ou voilà, bougez-vous quoi. Franchement, tous ensemble, on peut faire beaucoup, beaucoup et il faut que ça s'arrête. C'est pas possible. En France, il y a un nid de pédophiles. Regardez sur internet. La France est un pays tellement libre dans ses lois et dans ses règles qu'il y a un nid qui se fait. C'est affreux là. Faut arrêter tout ça. Bref, bisous la famille. Salut.